Avec les talents de conteur ajoutés au talent de scientifique. Malheureusement, j'ai à côté de moi notre directrice qui me fait signe qu'il y a des horaires. Alors, on va être obligé de faire une petite discussion, mais de 7 minutes, vous voyez, parce qu'il faudra libérer. Alors, bien sûr, on peut le féliciter, Michel, et tout ce qu'il nous a dit, qui était facile à comprendre et fascinant. S'il y a une ou deux questions, eh bien, quand même, on ne va pas vous frustrer. C'était sur les médicaments. Ah, vas-y, mais te pose la question. Tout d'abord, merci pour votre conférence. Après avoir travaillé dans le champ du psychopathologique, je m'intéresse aujourd'hui à l'infiniment petit et je me posais la question, est-ce que les canaux ioniques ont été examinés au niveau cellulaire pour les êtres unis ou peu cellulaires? Alors, je vais prendre votre question, et puis comme vous m'avez dit où vous travaillez, je vais faire une incidence sur ce sur quoi vous travaillez, parce que ça, sur quoi Guy a travaillé, parce que c'est très important. Est-ce que les canaux ioniques existent au niveau cellulaire? Oui, les canaux ioniques existent au niveau cellulaire. Ils servent à faire du transport d'ions plutôt que d'électricité. Ils existent même chez les bactéries, donc c'est extrêmement ancien. Ils existent pratiquement dans tous les organismes, avec des fonctions qui, c'est-à-dire elles existent en dehors du système nerveux. Mais le système nerveux, vous savez ce qu'il a fait, le cerveau? Il a récupéré tout ce qui marchait ailleurs pour le faire fonctionner de son propre avantage. Dans le système nerveux, pour moi, il a hérité de tout ce qu'il y a au niveau... Dans le passé, on a trouvé des hormones végétales dans le système nerveux, y compris chez des animaux qu'on avait... Justement parce que je faisais cette assertion, on a trouvé les hormones de vieillissement du végétal, on les a trouvées dans le système nerveux. Ça, je l'ai trouvé, on l'a trouvé il y a 30 ans. Alors, le psycho, par contre, vous ne m'avez pas posé de question en psycho, mais le psycho, c'est quand même important. C'est aussi... Oui, parce que je ne veux pas donner l'impression le médicament contre le reste. Il se passe quelque chose en science aujourd'hui. Pendant très longtemps, le médicament, le psycho, ça ne faisait pas forcément bonne image. Aujourd'hui, ça a changé absolument radicalement. Et ce que la science tout court et la science du cerveau a montré, elle commence à montrer, c'est les mécanismes moléculaires, qui sont des mécanismes moléculaires d'épigénétique, qui sont liés au traitement psycho, qui sont des traitements qui s'améliorent sans arrêt, tout simplement parce que les outils, l'ordinateur, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Donc aujourd'hui, le médicament et le psycho, ça se rejoint, et on saura, à mon avis, beaucoup mieux, à partir du moment où on comprendra beaucoup mieux les mécanismes qui sont à l'origine des réflexes psycho, on associera beaucoup mieux même l'usage des médicaments existants à tout ce qui est psychothérapie, compté psychanalyse. Soyez bref, c'est moi qui suis là. Que pensez-vous de l'hypnose? Alors, j'en pense beaucoup de bien, à la différence de la plupart de mes collègues scientifiques, qui, quand les mots hypnose, médecine chinoise, acupuncture arrivent, j'en pense énormément de bien, et je suis fasciné, si je puis dire, par le fait qu'on ne connaît rien du mécanisme moléculaire. Et c'est pour moi l'un des grands champs, il n'y a pas que celui-là, je ne vais pas parler du sommeil non plus, et il n'y a pas que celui-là, c'est un des grands champs dans lequel une recherche est extrêmement importante. Donc est-ce que je crois à l'hypnose? Est-ce que je crois aux anesthésies sous hypnose pour certains patients? De nouveau, pas possible d'essai clinique pour l'hypnose, parce qu'il y en a qui vont répondre, il y en a pas d'autres qui ne vont pas répondre, on ne va pas répondre tous les jours, etc. Donc la réponse, c'est j'y crois, et il faut comprendre comment ça fonctionne. Oui, bonjour, moi c'était pour parler, par exemple, des maladies orphelines. Comme on voit toujours chez l'histoire de pognon, chez mon copain, il a bossé dans le nouveau laboratoire pharmaceutique à Carrosse, il y a les gardes en rouge, les gardes en bleu et les gardes en vert. Enfin, tout ça pour dire, c'est toujours une histoire de pognon, c'est dégueulasse. Il y a des gens qui ont des maladies, on ne les soignera jamais parce que... Non, alors la définition des maladies orphelines, c'est des maladies rares. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est qu'il pouvait y avoir des maladies orphelines qui étaient fréquentes.
des traumas crâniens, c'est des maladies orphelines de médicaments. Quelqu'un arrive avec un trauma à la suite d'un accident de la route, puisque c'est une règle. Qu'est-ce qu'on fait? On le met dans le coma artificiel s'il n'est pas déjà dans le coma, on croise les doigts, on fait le mieux pour lui et on attend. C'est une maladie orpheline, même si ça touche des dizaines et des dizaines de milliers de gens. C'est une mort orpheline de médicaments. Même les accidents vasculaires cérébraux, pour 90% des gens, c'est une maladie orpheline. Alors, dans les maladies orphelines, des vraies maladies orphelines, et il y en a dans le système nerveux, il y a des maladies qui sont liées à l'épilepsie, des épilepsies rares, il y a des maladies qui sont neuromusculaires, et c'est ce que vous voyez au moment du téléthon. Ça, c'est les maladies qui ont trait au système nerveux. Ces enfants avec les maladies de Duchenne. Donc là, il y a un investissement qui est absolument considérable de la communauté, de toute la communauté. Ce qui se fait avec l'Association française de myopathie et le Téléthon, ou d'ailleurs dans une autre maladie orpheline qui est la mucoviscidose, qui est la plus grande maladie musculaire, c'est formidable. Maintenant, quand il va falloir trouver un médicament, on va pouvoir faire des recherches maintenant pour ces maladies particulières de médicaments. Mais ce n'est pas la grande industrie pharmaceutique qui va le faire, mais l'Institut national de la santé américain a des fonds spéciaux pour faire ça. Mais le problème, c'est que c'est très difficile. Aujourd'hui, les maladies orphelines ont quand même avancé. Grâce à la science, elles ont avancé, et je parle des parents, elles ont avancé parce qu'il y a le diagnostic. Si on fait un diagnostic anténatal qu'il va y avoir une maladie orpheline, les parents ont le choix pour l'enfant. Oui ou non, je vais avoir cet enfant. Il y a, et bien entendu, je sais que ça pose des problèmes éthiques, et je ne dis pas ça comme une position éthique. Il y a le choix, une fois que l'embryon est là, du tri d'embryon. C'est-à-dire qu'on peut effectivement sélectionner l'embryon. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est pas mon point. Je parle quelquefois là-dessus, mais c'est une autre conférence. On peut faire le tri d'embryon et on peut faire que l'enfant n'ait pas cette maladie génétique. Aujourd'hui, dans les maladies strictement génétiques, il y en a peu qui ont un traitement, mais elles ont une attention quand même considérable de la communauté et le problème, c'est qu'elles sont extraordinairement difficiles à traiter. Donc, il ne faut pas être trop négatif. Dernière question, c'est à vous, monsieur, pardon. On va poser une question là-bas, peut-être. Bonjour, monsieur. En fait, je vais répondre court. Vous parlez d'une molécule pour une pathologie. Une molécule, une cible. Voilà, moléculaire. Mais il y a la trithérapie, vous n'avez pas parlé. Pardon? La trithérapie. Ah, pour les séropositifs. Alors, je parle du cerveau, hein. Mais ça a une importance aussi, parce que dans le sida, il y a tout le côté neuronal et douleur du sida qui est important. Vous avez tout à fait raison, c'en est l'illustration la plus simple. Mais cette illustration en création de médicaments, elle est due au sida. Le sida, le premier médicament du sida, ça a été l'Azepté. L'Azepté, c'était une molécule de laboratoire. Elle n'aurait jamais été qualifiée comme médicament. Mais comme le sida, à l'époque, c'était ou j'essaye de traiter, ou je décède, on a pu essayer l'Azepté. Et puis, parce qu'il y a eu un effort extraordinaire de la communauté homosexuelle américaine scientifique, il y a eu une deuxième catégorie de médicaments. Et cette deuxième catégorie de médicaments, elle s'est ajoutée à la première, et puis une troisième. Mais ça, c'est parce qu'il y a une pathologie qui était une pathologie qui pouvait faire une pandémie mondiale, et devant l'urgence, il a fallu faire quelque chose. C'est ce qui se passera probablement un jour pour la maladie d'Alzheimer, mais c'est beaucoup plus difficile pour la maladie d'Alzheimer, parce qu'il faut une vie pour qu'elle se... Pour que vous essayiez un médicament, c'est le long terme. Là, dans le sida, c'est un succès extraordinairement, et c'est l'illustration même de la trithérapie. C'est ce qu'on voit aussi dans le cancer, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer le cancer, en particulier le cancer du poumon. Je vous prie. Alors, est-ce que vous avez eu une réponse à votre question? J'ai pas dit la moitié de ce que je voulais. Mais mon Dieu, le mec, c'est vraiment une tronche. Bravo. D'accord. Mais est-ce qu'il est dans le vrai ou dans le ment? Il est plutôt dans le médicament ou dans le médicament vrai? Il est aussi dans le business, il connaît le mécanisme. Non, il n'existe pas de toxine spécifique des toxines cellulières. Il fait un médicament, il ne bouge pas combien de milliards. Oui, c'est pas la médecine alternative. C'est pas la médecine alternative. L'orchestration, c'est les cellules nerveuses. Donc ne nous occupons pas d'abord des cellules gliales, voyons d'abord les cellules nerveuses. Voilà. Et il n'y a pas grand-chose qui soit dans les cellules gliales qui ne soit pas dans les cellules nerveuses. Donc la cible
principal, c'est les cellules nerveuses. Néanmoins, il y a des toxines qui agissent sur le système nerveux, qui agissent aussi